Bonjour et bienvenue à tous dans la Farmer Academy. La semaine dernière, nous avons testé les compétences mathématiques de nos candidats en les challengeant sur le calcul d'air et de volume de bâtiments. Alors vous savez, cette semaine, c'est la 4e et ultime épreuve de la première saison de la Farmer Academy. Il s'agit d'une épreuve qui est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a pu voir pendant ces 4 semaines sur les maladies respiratoires bovines. Je laisse la parole à Renaud. Alors cette 4e épreuve concerne les avantages de la vaccination. Elle est très simple. Nous allons vous demander d'élaborer un argumentaire sur les avantages de la vaccination contre les maladies respiratoires dans cet élevage et ensuite de l'étendre au cas général. Pour cette épreuve, c'est l'éleveur au sein de votre binôme vétérinaire-éleveur qui devra nous présenter au jury, Renaud et moi, l'argumentaire en faveur de la vaccination. Vous aurez 30 minutes pour préparer cet argumentaire, puis ensuite vous aurez le choix d'essayer de nous convaincre. Allez messieurs, bonne chance, soyez les meilleurs, c'est parti. Mais avant toute chose, commençons par nous pencher sur ce que nos candidats pensent de la vaccination. Alors, Michael Vivier, il est parfaitement convaincu par la vaccination. Pour l'instant, il n'en a pas besoin parce que le troupeau est très suivi, on fait régulièrement des analyses, donc on n'a pas eu besoin de mettre en place de plan de vaccination. Donc comme je tourne en circuit fermé, déjà, je limite déjà mon infection au sein de mon élevage. Il est au courant de tous les protocoles vaccinaux et dès que le besoin s'en fait ressentir, on sortira tout l'arsenal thérapeutique vaccinal s'il y a besoin. Comme c'est des pathologies qui sont, c'est ça qui est important en fait, c'est parce que c'est des pathologies qui diffusent très rapidement. Toi, ouais. Si tu as une vache ferrée, l'argument vaccination, tu t'en fous puisque c'est individuel. Chez Olivier Maroyer, la vaccination, nous l'avons mise en place sur différents types de maladies depuis extrêmement longtemps. J'aime mieux prévoir pour éviter des catastrophes. Les bâtiments sont assurés pour le feu, on assure nos céréales contre la grêle. Là, les animaux, je les vaccine, pour moi c'est une assurance. Et ça, en plus, ça me rassure, je pense. Le point de départ, c'est d'avoir des animaux qui sont bien nourris. Donc si pour qu'ils soient bien nourris, éventuellement, il faut qu'ils soient aussi bien vermifugés au préalable parce que sinon les parasites vont spolier un peu la nourriture et donc la rentabilité alimentaire sera moins bonne. Aujourd'hui, Romain Bastide vaccine la quasi-totalité de ses jeunes animaux. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où la grippe, il y en a, mais ça reste, on va dire, un épisode qui peut se gérer de façon relativement saine. Donc sur la vaccination respiratoire, nous avons pu échanger pour permettre de mettre au point un protocole adapté à son élevage. Qu'est-ce que ça apporte? Alors qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la tranquillité d'esprit, puisque du coup, tous les matins, tu ne rentres pas dans la stabu en te disant est-ce que je vais avoir de la grippe et quand est-ce qu'elle va arriver. Donc ça t'apporte quand même, ça peut t'apporter de la tranquillité d'esprit. Non? Non, c'est dans le sens où même que si tu vaccines, tu auras quand même la grippe. Oui, non mais c'est après, c'est le truc, mais il te faut te mettre à passer des éleveurs, parce que ce qu'ils veulent, c'est plus à mon avis une réponse d'éleveurs, pas de veto. La vaccination est pratiquée chez Paul Massard à plusieurs degrés, vaccination sur les diarrhées néonatales, mais également la vaccination sur les pathologies pulmonaires. La vaccination, c'est une chose que je pratique de façon très importante. On est quand même ici, en tout cas dans une région, où beaucoup de pathologies peuvent être prévenues par la vaccination. Donc le but du jeu, c'est d'avoir une protection la plus rapide possible. La plus rapide et la plus large, dans la période à risque. Bilan, protection précoce et durable. Dans cette épreuve, seul l'éleveur devra exposer l'argumentaire pro-vaccination au jury. Le jury, quant à lui, tentera de déstabiliser les équipes en utilisant les idées reçues les plus communes sur la vaccination. Alors Edwin et Romain, vous avez travaillé sur des arguments qui pourraient convaincre un éleveur limousin, village d'hiver traditionnel, de mettre en place une vaccination. Donc c'est Romain qui va nous présenter ces arguments. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord sur le cas particulier limousin, puis après, en l'étendant au cas général, aux éleveurs laitiers aussi,
Qu'est-ce qui peut les pousser à mettre en place la vaccination? L'intérêt de la vaccination est très fort, c'est-à-dire qu'on anticipe ce devoir, mais on fait en anticipant la maladie au niveau des virus, on gagne du temps parce que lorsqu'on intervient sur des animaux en curatif, on n'a peut-être pas forcément le temps à ce moment-là de le faire immédiatement ou on n'est pas là, etc. Donc on perd du temps, de l'argent, parce que le veau peut aller jusqu'à la mort. Le premier argument, c'est quand même un argument économique. En sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, une vaccination coûte grossièrement entre 10 et 15 euros à peu près. Et puis en sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est quand même sur un plan de maîtrise des antibiotiques qui est l'objectif 2017 au niveau plan antibiotique, qu'il faut quand même une diminution de 25% des antibiotiques. Donc je pense que la vaccination est quand même un bon stratège à ce niveau-là pour limiter les antibiotiques. L'intérêt, c'est de limiter les risques de perte animale par infection respiratoire. Quand on rencontre des problèmes respiratoires, donc qui dit maladie respiratoire dit antibiotiques, donc diminuer les antibiotiques, les frais vétérinaires et puis les pertes de GMQ. Le GMQ, c'est le gain moyen quotidien d'un animal. Pour simplifier, c'est le poids qu'il prend chaque jour. Souvent en fin d'hiver, début de printemps, on peut avoir des journées à 25 degrés et puis les nuits à limite gelées, donc à des amplitudes de 20-25 degrés. Donc ça augmente les risques respiratoires. Les pertes engendrées sont pour moi avant tout économiques, dues à l'augmentation des frais. Pour traiter un veau, on peut parfois monter jusqu'à 100 € et parfois même il y a une mort. Donc on peut traiter, avoir un coût et à la finale on n'a pas de résultat. Car un traitement n'est pas une garantie de résultat. Disons que je pense qu'il faut mieux prévenir que guérir. C'est tout simple à dire, mais pour moi, j'ai toujours dit la vaccination, c'est comme si c'est une assurance. Ça évite pas les maladies, mais ça les contient quand même. Par l'intermédiaire de la vaccination, on anticipe ce problème et même si ce problème survient, que des cas cliniques se déclarent, on gagne en efficacité car dès qu'on va commencer le curatif va agir de suite et on aura moins de produits utilisés à la fin. Rien qui peut remettre en cause la vaccination, c'est jamais. Et même si ça venait, je vois pas quel effet peut empêcher la vaccination en fait. Le deuxième argument, il peut être technico-sanitaire, en sachant qu'une pathologie respiratoire se diffuse très très vite au sein d'un bâtiment. Donc si on peut limiter ça, la seule limitation, c'est toujours la vaccination. Je maintiens ce que je dis à l'heure d'aujourd'hui, c'est de dire, voilà, je vaccine s'il y a besoin. Si j'ai pas un besoin dans mon élevage, je ne vois pas l'intérêt de vacciner. Le principe, c'est de couvrir le plus tôt possible les risques, c'est-à-dire que dès que l'animal est né, il est en contact avec le milieu. Donc résumons, j'ai jamais eu de problème, je ne vaccine jamais. Non, je dirais pas ça parce qu'en fait on peut passer à côté de, je dirais, dans un élevage par exemple d'engraissement. Un matin on a des veaux qui toussent, bon ils s'arrêtent pas de manger, ben on s'inquiète pas plus que ça. Mais à la fin quand on regarde les GMQ naissance abattage, eh bien, on se rend compte que par exemple sur un type d'allottement bien précis, eh bien, on a eu une perte de croissance de 50 grammes et puis ça c'est facile à calculer, il suffit de prendre la calculette et je pense que le vaccin il serait largement amorti, quoi. On n'a pas de réelle solution, on adapte le protocole à l'exploitation. Et puis au quotidien, on ajuste quand on rencontre un nouveau problème. L'argument bien-être animal, qu'il ne faut pas négliger non plus. On contentionne beaucoup moins en faisant de la vaccination qu'en faisant du traitement pur et dur. C'est bien beau tout ça, mais tu supposes une efficacité magique de quasi 100% du vaccin. On ne va pas dire qu'on va être peut-être sur du 100%, mais on va limiter énormément quand même déjà les risques d'infection entre les animaux, ce qui peut... Ça empêchera peut-être pas tous les traitements antibiotiques, on est bien d'accord,
mais on limitera au maximum et on va écarter quand même des maladies rien que par la vaccination. On va essayer de le faire toujours. Et non seulement c'est pas 100%, mais en plus on ne peut pas vacciner contre tout si je ne m'abuse. Non, c'est vrai. Michael se laisse impressionner par les questions de Renaud Maillard et ne trouve pas d'arguments pour les contrecarrer. On avait des arguments qui sont les arguments techniques habituels de l'intérêt de la vaccination. Donc oui, de ce point de vue-là, oui, je pense qu'elle est réussie. Une grande partie des agents pathogènes sont des virus qui affaiblissent nos animaux et qui augmentent également l'augmentation des bactéries. Pour lutter contre ces virus, on les vaccine. Je le réalise dans mon troupeau, donc je suis convaincu de ce que j'avançais. Oui, Romain, tu as bien parlé, et tu as parlé du coup des antibiotiques et des traitements. Mais un vaccin, ça a un coût aussi. Oui. Rien que le fait d'avoir une perte, la vaccination est quand même moins chère que le fait de pouvoir avoir la possibilité de vendre cet animal. Donc c'est vrai que ça a un coût la vaccination, mais il ne faut pas le voir comme un coût, il faut vraiment le voir comme un investissement. Romain a appris à vacciner avec son père dans l'enfance, et les questions acérées du jury ne le perturbent pas le moins du monde. À l'aise et sans bloc-notes, il expose son argumentaire. Et je suis convaincu que si on a un hiver avec beaucoup de morbidité, de mortalité, ça compense largement si les frais engendrés auraient largement remboursé 1, 2, 3 voire année de vaccination. Ces protocoles sont réalisés en partenariat avec l'éleveur et le véto. Chaque protocole est adapté à chaque élevage. Le protocole pour l'élevage A ne peut pas aller à l'élevage B. Et je dirais en conclusion qu'à l'issue de chaque période hivernale et en préparation de la nouvelle saison, on doit faire un bilan. Et je dirais que si les animaux sont bien logés, bien nourris, bien vaccinés, et avec un bon partenariat éleveur-véto, l'éleveur il a toutes les clés en main et une bonne approche de son métier et de ses animaux. Et le véto, lui, il est gagnant car il préfère que l'éleveur ait le moins de pathologies possible. Je dirais si le véto est heureux, son éleveur est heureux. Merci Olivier. Tu nous as dépeint un monde de bisounours. Un monde de bisounours, tu nous as dépeint Olivier. Si je t'ai bien écouté, tu vaccines et tu n'as donc plus besoin de traiter des animaux et tu n'as plus de pathologie sur ton élevage. Qu'as-tu à répondre à ça? Je dirais que la vaccination, c'est comme une assurance. On peut prendre une assurance pour sa voiture, c'est pas pour ça qu'on aura un accident. Mais je vais dire, en mettant toutes nos clés dès le départ, on limite quand même les effets des pathologies qui peuvent arriver. Je suis sûr que ça limite. Coup dur pour Olivier, qui ne s'attendait pas à cette réaction. Le jury est particulièrement impitoyable. J'ai argumenté ce raisonnement pour prouver que j'ai raison de vacciner. Et j'en suis convaincu. Donc moi j'ai une stabulation avec des vaches charolaises. Le bâtiment a été vérifié, la ventilation est parfaite, le chargement est optimal. Donc je vaccine pas. Et ça continue. On va pas dire qu'il faut pas vacciner. Après, je pense que c'est un peu du cas par cas aussi. Disons que s'il y a vraiment problème sur l'élevage, on va commencer à essayer de traiter en vaccination parce que c'est quand même quelque chose qui est... Je m'enfonce. Difficile pour Michael de remonter la pente. Est-il seulement convaincu de ses propres arguments? Le jury était assez pointilleux sur certaines questions qu'on n'avait pas spécialement préparées, quoi. Donc, toi aussi, si, on avait préparé. Mais ouais, par on avait contre, préparé. ils ont tatillonné quand même ouais. sur certaines choses où on n'a été pas spécialement tout près, quoi. Tu nous parlais tout à l'heure de pertes. Oui. Donc, quand on vaccine, on n'a plus de pertes. Non, je dirais pas ça. C'est-à-dire qu'on optimise nos chances de réussite, on va dire. J'ai un élevage allaitant, classique, vélage d'hiver assez étalé. On vient de me dire que mon bâtiment est pourri. Ça ventile pas, les litières chauffent très vite. Apparemment, je suis un peu trop concentrée. Mon vaccin, ça sert à rien que je le fasse. Mon bâtiment est tellement dégradé. Est-ce que je vaccine ou je vaccine pas? Je vaccine, mais
Déjà, je prends la précaution de vacciner des animaux sains. Oui. Et puis, j'essaye d'améliorer tout ce qui est environnement. C'est-à-dire que si j'ai un problème, si j'ai réellement un problème, eh bien, j'envisage un assainissement litière, parce que c'est tout un ensemble, quoi. Je veux dire, on ne règle pas un problème que par la vaccination. Les risques, c'est-à-dire que l'efficacité est précisément importante. Faute de Philippe, il est interdit d'aider l'éleveur. 3, 4, 5 jours après l'injection. Le détail qui avait été oublié, pour ce qui était marqué, on a jeté les feuilles, c'était, ce qui est capital, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de protocole universel et que tout est à adapter en fonction de l'éleveur, des conditions. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est capital. On leur avait promis, après l'argumentaire, 5 minutes de contre-argumentaire, sans préparer à l'avance les questions, sans les leur donner. Donc on a improvisé à chaque fois pour rebondir sur ce qu'ils disaient et pour les contredire, et ils s'en sont tous bien tirés. Là encore avec des différences, mais c'était un exercice nécessaire à toute épreuve de démonstration orale. Ils ont tous été performants, ils ont été différents dans leur réaction, dans leur façon d'appréhender les choses. Un éleveur qui a perdu 8 veaux de grippe, si l'année d'après, malheureusement, il lui en arrive qu'un, c'est quand même 7 veaux de plus de vendus. Et ça, c'est quand même un fort plus pour la trésorerie de l'exploitation de cet éleveur. Donc en termes de retour sur investissement, c'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon. C'est forcément bon parce que c'est... mais la grippe, malheureusement, tôt ou tard, on n'y échappe pas. Parce que même nous, on est des fois grippés et on n'est pas bien pendant quelques jours. On va voir le médecin si on n'est vraiment pas bien, on se soigne. Mais ça, nous, on a la carte vitale, les veaux n'ont pas. Mais après, donc, ça a un coût, certes, mais par contre, cette vaccination coûtera quand même toujours moins cher que le fait de traiter en curatif. Donc en résumé, si tu vaccines tes veaux, tu seras plus serein et tu auras moins de travail. À la fin, ça sera comme ça. Et on gagnera de l'argent. Il y a eu des façons un petit peu académiques de nous présenter les choses, et il y a eu des façons plus naturelles, et c'est d'ailleurs Romain qui a été extrêmement naturel et convaincant. Il a tout fait sans regarder ses notes, donc c'était du vécu et pas du par cœur qu'il ne pouvait pas apprendre en l'espace d'une demi-heure. Et il le vivait dans son élevage, donc il pouvait être que convaincant. Pour prendre un autre exemple, là j'ai mon voisin qui fait à peu près la même chose à 1 km. Il n'a jamais vacciné et il n'a jamais de problème. Alors au final, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre le risque d'une année où il y a un peu des soucis, vu les économies qu'il a pu faire depuis toutes ces années où il n'a jamais vacciné? Disons que, comme j'ai dit, chaque élevage est différent. Le bâtiment, on n'a jamais le même bâtiment. C'est pas forcément la même alimentation. Je veux dire, chaque environnement est différent. Donc je pense qu'on peut pas... Peut-être que le voisin n'a rien, mais l'année prochaine, peut-être que ça sera lui qui aura des soucis. L'équipe verte, par exemple, Michael, à un moment, a eu besoin de l'aide d'Arnaud. Donc pour nous, c'était un facteur pénalisant qu'on avait annoncé, donc c'était facile de l'utiliser. L'équipe violette, Philippe piaffait tellement de ne pas pouvoir aider Paul qu'il lui a arraché ses notes des mains pour aller marquer quelque chose dessus, donc facile aussi de discriminer sur ce critère-là. Quant à Christophe et Olivier, on a senti que c'était extrêmement préparé, ils se sont vraiment focalisés sur un exposé très détaillé qu'Olivier nous a présenté peut-être un petit peu moins naturellement que les autres parce qu'il avait énormément bossé avant, il l'avait manifestement appris. Donc c'était presque un discours de veto. C'était un peu la différence entre un Romain très naturel avec ses mots à lui et Olivier hyper structuré technique avec les mots de Christophe, je dirais. Messieurs, attention, c'est la dernière ligne droite concernant la notation du jury. Alors vous allez découvrir vos notes sur cette épreuve et le classement provisoire. Renaud et Stéphanie, c'est à vous. Merci Laetitia, merci messieurs, vous êtes très bien comportés, mais il a fallu trancher et le jury a tranché.
Nos critères ont été simples. D'abord, nous avons minoré les notes de ceux qui se sont fait aider directement ou indirectement par leur vétérinaire. Ensuite, nous avons majoré les notes de ceux qui se sont débrouillés tout seuls et qui ont développé un argumentaire complet, comme nous le souhaitions, sur les infections respiratoires et leur prophylaxie plutôt vaccinale. Donc au total et en définitive, donc vous aurez votre note et le classement final. L'équipe verte, la note de 6,5 et le jury tient à la féliciter. L'équipe rouge, la note de 7,5. L'équipe bleue, pour nous, a été la meilleure, la note de 9. Et l'équipe violette, pour les raisons évoquées, 6,5. Récapitulons les scores pour cette 4e et ultime épreuve. Les bleus arrivent en tête avec 9 sur 10, suivis des rouges avec 7,5 sur 10, et enfin les verts et les violets qui totalisent tous deux 6,5 sur 10. Verdict au prochain épisode. Et si on reprend le classement final, nous avons donc avec 31 points l'équipe verte, nous avons donc avec 30 points l'équipe violette et avec 29,5 ex-aequo la bleue et la rouge. Merci, bravo et félicitations messieurs. Je vous rappelle que le classement n'est que provisoire. Les notes du jury ne comptent que pour 50% dans la note définitive. Tout est jouable pour chacune de nos équipes et vous avez jusqu'à vendredi pour voter et peut-être renverser la situation actuelle. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de la Farmer Academy et là vous découvrirez le vainqueur de la première édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout, votez!